Bon, je suis de retour, oui, ça fait quelques temps, j'étais pas là en même temps, bon, on va dire, j'avais des examens, je suis désolé, voilà, les examens avant YouTube, voilà, mais maintenant c'est reparti, on est de retour, c'est bon. Bon, aujourd'hui, on va parler des problèmes de l'Arkegan. L'Arkegan, il s'est terminé il y a quelques temps quand même, mais faut dire, il y a quand même quelques trucs qui m'ont gêné. Et il n'y a pas que moi. Dans le fond, l'arc est très bon, mais à la fin, dans la forme, il y a quelques problèmes. Mais le premier point sur lequel je vais venir, c'est pas le manga, c'est la communauté. Et la communauté que je citerai qui a un syndrome du personnage doudou. Que ça soit dans les mangas, dans les films ou les séries, il y a souvent un personnage charismatique qui sort du lot par son flow, sa prestance, sa façon d'être, l'aura qui dégage. Je pourrais citer Dark Vador, Gojo Satoru, ou même, venons-en au fait, Kanki. Tous les personnages que j'ai cités marquent les audiences par les faits que j'ai cités précédemment, ou alors que ce soit leur histoire, ou alors ils sont adulés pour, notez la présence de guillemets, le divertissement, ou la malveillance. Mais encore du fait de leur dinguerie, ils créent un problème, en fait le même problème que les boys bands des années 90. Ils créent des groupies. Et on t'adore et Believe, croire en nos rêves, merci Justin Bieber, on t'adore. Et le problème de ces personnages, c'est que parfois ils sont destinés à être tués dans leur propre œuvre. Que ça soit par leur rôle dans le scénario, ou leurs actes, ou autre chose. Mais le retour de la communauté est souvent équivaut à un enfant de 4 ans qui on retire son doudou des mains. Bébé cadom même. Si vous étiez dans la communauté, il y a un avant et un après la mort de Kanki. Et beaucoup de ces réactions sont dues à ce que j'ai cité précédemment, le syndrome doudou, le syndrome de leur personnage préféré, leur personnage divertissant, malveillant, qui fait des dingueries, est mort. Kanki, c'est un personnage, il était destiné à mourir. Depuis qu'on le voit la première fois. Le personnage commet de multiples et infâmes massacres. Il a certes un flashback qui nous fait un peu compatir, mais ça excuse pas ses crimes. Le fait d'avoir commis tous ces massacres, fallait que le personnage soit puni. Il n'y avait aucun monde où il ne pouvait pas être puni. De plus, on peut rajouter à ça le flashback, et le flashback est souvent utilisé dans les procédés narratifs avant de faire mourir un personnage. À ce moment-là, il y avait deux solutions. Soit qu'il soit puni contre l'état sur lequel il a commis le plus de crimes, c'est-à-dire Zao, soit que Shin le bute. L'auteur a choisi la première parce que c'est la plus logique de tous. Déjà d'une, ça permet à Riboku de se réaffirmer en tant qu'antagoniste principal. De deux, Shin est devenu une sorte d'élève, il a appris de Kanki. De trois, si Shin bute un grand général, alors certes, à nos yeux, ça fonctionne, mais aux yeux de tout l'univers du manga, ça fonctionne pas. C'est de l'insubordination et meurtre sur son supérieur hiérarchique, et c'est pas ça qui pourra le sauver. C'était Zao qui était destiné à le tuer, que vous le vouliez ou non. Toutes les théories de survie, elles n'avaient aucun sens scénaristiquement, on avait l'impression que c'était des fanatiques qui voulaient que leur personnage favori survive à tout prix. Jusqu'à ce que j'ai appris qu'en fait, cette théorie, elle a été soufflée par certains de la communauté qui connaissent les spoils historiques, et qui, ont créé une théorie, les petits salauds, pour dire, regardez, il va sûrement se passer ça. La réalité, c'est que ça s'est peut-être passé dans la réalité historique, mais ici, on n'est pas dans la réalité historique, on est dans Kingdom, et que les faits scénaristiques l'emporteront toujours sur la réalité historique. Et d'ailleurs, je fais un rappel, faites attention aux théories. Certaines théories sont faites par des gens qui connaissent les spoils historiques, qui vous font croire qu'ils connaissent rien. C'est souvent des théories qu'on peut pas expliquer scénaristiquement ou avec les éléments du manga. Maintenant que Kanki est mort, le manga il a pas changé. On est toujours dans la même continuité de qualité. Bon, ça varie d'arc en arc selon ce que ça raconte et comment c'est fait. Mais on a résolu, on va dire, une intrigue. Et surtout, il n'est pas mort pour rien. Shin a appris grandement. On met de la tension du côté de King qui échoue à prendre le nord de Zao. Il se passe beaucoup de choses en lien avec sa mort. Puis même, sa mort est quand même assez belle, on peut le dire. Le personnage a marqué l'histoire et il a eu un grand impact sur celle-ci. Je sais pas ce qu'on peut reprocher à la mort de ce personnage.
À part si vous avez des problèmes émotifs envers des personnages fictifs. Et si vous n'avez jamais suivi Kingdom et que vous êtes juste là pour Kenki pour dire ouais, masterclass, la malveillance de ce personnage, la dinguerie, ben allez voir sur JK, il y a Sukuna qui fait très bien votre définition de divertissement. Si vous avez un trop gros attachement émotionnel sur le personnage, allez sur Pinterest, allez sur des sites lugubres là, allez vous branler sur le personnage et faites-nous pas chier là. Ici on suit une histoire, on suit l'aventure de Shin. Si vous êtes frustré parce que vous voulez bander sur Kenki, ben, soit vous relisez les chapitres, soit vous arrêtez, c'est bon. On n'a pas besoin de vos commentaires sur le fait que ça soit devenu nul, mid, ou de réagir comme Chloé 14 ans, Justin Bieber s'est fait déprogrammer son concert. Si vous acceptez pas qu'un scénario ait un sens dans son fond et qu'il soit assez bien écrit, pleurez, mais faites pas chier ceux qui lisent vraiment le manga et allez pas insulter l'auteur parce que vous savez pas faire un scénario. C'est bon, vos fantasmes on s'en bat les couilles. Maintenant, on va passer au deuxième problème, qui vient du manga et par rapport à Riboku. Et qui peut, je peux comprendre, rend la mort de Kenki un peu frustrante. Dans la forme où a été mise la résistance de Riboku et sa survie. Parce que dans le fond, c'est un combat entre l'homme qui a le plus conquis le cœur de ses hommes, et en termes de synopsis, c'est Kenki, grand général de Kin. Après s'être fait exterminer son armée, il ne lui reste que plus que 10 000 hommes. Il feinte une attaque sur Ika, mais en fait, c'était un guet-apens tendu à Riboku. Riboku se fait surprendre, il est en très mauvaise posture, il se fait même blesser par Kenki. Ses hommes forment un dernier carré défensif, tout a l'air perdu, jusqu'à l'arrivée de renforts. Kenki est encerclé, Riboku a gagné in extremis. Non, en vrai, ce synopsis, j'achète, hein, je valide, hein. Mais la forme est frustrante. Déjà, ces soldats à Riboku, c'est des lambda. Il n'y a rien qui nous ait dit ou montré que ça soit des vétérans ou des soldats d'élite. Ils meurent très facilement, c'est un peu décevant pour un des hommes les plus importants de son état. En plus, il n'y a aucune tactique ou stratégie mise en place par Riboku, sûrement dû aussi parce que Hara a un nouveau rythme de travail, il va plus refaire une arc Gyu, ce qui fait que ça fait un moment qu'on n'a plus de chapitres sur une formation qui va certes durer que 2 chapitres, mais qui est impressionnante et qui rajoute au bagage stratégique du personnage. Du coup, on se retrouve avec aucune stratégie, et le personnage perd littéralement tout son sens stratégique. Ou il devient complètement idiot pour sauver Kane, il descend de son cheval pour courir, même pas il organise une opération sauvetage de Kane, non, il nous joue au Roméo et Juliette sur un champ de bataille qui en plus lui est défavorable, et en plus de ça, il donne quasiment aucun ordre, c'est très décevant. On peut rajouter aussi à ça le fait que sa force elle est pas ouf. Le personnage, depuis le début du manga, il nous est montré comme fort physiquement, ce qui détachait aussi de la plupart des stratèges. Riboku arrivé à Kanyu, il a une aspect diabolique, il paraît fort comme ça. Après on a le combat contre Shin, où on voit que c'est pas un débutant dans l'art du combat à l'épée. Puis à Gyu, il décapite Maku, un des bras droits de Usen, avec une certaine rapidité et précision, et même Maku, il essaye de ressortir son épée, il est assez vif pour lui trancher la tête en deux. On juge que Riboku, il est assez technique dans son style de maniement de l'épée, un peu comme Wuten, et Banaji nous dit que, en fait, c'était assez récurrent quand il était dans le Nord. Donc c'est pas un personnage faible. Et là, Fuma, il arrive pas à le tenir, il arrive pas à tenir tout court tout le monde, en fait, il est faible, il est rendu à l'état de stratège normal. Et c'est assez décevant, et en plus, ça rend pas service au scénario, dans un certain sens. Et on a du mal à reconnaître le personnage, faible, émotif, contre tout sens stratégique. Alors, certes, c'est peut-être logique qu'il fasse ça pour Kane, mais pas au point de descendre de son cheval, d'aller à contresens pour sauver Kane, non, il a fait une opération sauvetage de Kane, non, il nous joue les Roméo et Juliette en plein champ de bataille. Et on en arrive au point où le scénario, faut qu'il mette en difficulté Riboku, par les points aussi que j'ai cités précédemment, et pour ça, au bout d'un moment, il est obligé de lui mettre une armure scénaristique pendant plusieurs chapitres. Alors l'armure scénaristique, déjà elle est présente dans Kingdom, déjà elle est présente dans presque quasiment toutes les fictions, c'est quelque chose de très utilisé. Dans Kingdom elle est utilisée plusieurs fois, que ce soit pour Shin ou pour plein d'autres personnages. Et c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution, si on l'utilise trop, les lecteurs ils croient plus en l'histoire, c'est plus logique, on n'a plus de suspension consentie d'incrédulité, le fait qu'on croit à l'histoire et à ce qui se passe. Et avec des soldats lambda, des forces pas extraordinaires, parce que oui c'est pas
Futei, bon, faut pas lui attendre grand chose, et bah Fuji qui même, si on peut juger sa prestation respectable, c'est peu qui vont arrêter tous les soldats de Kanki, et là, bah, c'est normal qu'on se dise, ça paraît pas hyper logique, là ils auraient dû mourir, là, ça fait plusieurs chapitres, ils sont 10 autour de Riboku, pourquoi ils sont toujours pas morts? Ce qui fait que bah, on n'y croit pas, et que ça rend cette partie de la bataille frustrante. Du coup, je comprends qu'on puisse voir l'embuscade comme quelque chose d'assez frustrant, mais ça ne rend pas la mort de Kanki mauvaise, ça ne rend pas le manga mauvais. C'était logique et l'arc en lui-même est assez bien. Certes, la fin, il y a de gros problèmes de forme, mais sinon ça va. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésite pas à marquer soit ton mécontentement de ce que j'ai dit, soit des rectifications, soit toi ce que t'en penses dans les commentaires. Voilà, c'était tout. Bye. Fly dans les backstage, j'ai des qui m'attend, qui m'appelle. Toi ben je te laisse vider la tête. Plus que le lendemain tu te rappelles même plus de la veille.